Connaissance. Recherche. Sciences. Dessin, mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Environnement. Nature. Bonjour, merci beaucoup. Effectivement, je pense que c'est une très bonne transition avec les exposés précédents. Les deux premiers, parce que je pense qu'on a parlé beaucoup de l'Afrique et on a vu qu'il y avait des problèmes très spécifiques à cette région, autres qu'environnementales. Et comme il y a ensuite, c'est intéressant de suivre effectivement l'exposé de Sandrine Bonny, puisqu'on va zoomer sur une région où il y a eu déjà un changement climatique majeur, en fait, au siècle dernier, avec des conséquences donc effectif qu'on a pu observer sur les ressources naturelles et cultivées et bien sûr sur les sociétés, les populations qui vivent dans cette région-là. Et je vais parler plus particulièrement donc, du Sahel. Je vais d'abord parler de ce phénomène climatique pour revenir un petit peu sur ce qu'on sait sur ce phénomène, sur les conséquences donc en termes de ressources. Je ne suis pas un grand spécialiste des ressources, mais j'essaierai d'essayer d'expliquer ces liens entre les variabilités climatiques observées dans cette région et les ressources naturelles et cultivées. Et puis, j'expliquerai qu'il faut absolument se mobiliser de façon internationale et comment on essaie de le faire, pour d'abord comprendre ce qui s'est passé et prévoir les évolutions. Et je pense que c'est un bon exemple qui pourrait être étendu à d'autres régions très critiques dans le cadre du changement climatique attendu dans le siècle à venir. Donc simplement, pour commencer, rappeler ce que c'est que le cycle annuel de la pluie au Sahel. La pluie, c'est l'élément essentiel des populations. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Si on regarde l'évolution des pluies mois par mois en moyenne sur une région comme le Niamey, donc qui est la capitale du Niger au Sahel, et puis Toulouse, mais on peut aussi faire Paris, on voit qu'on a à peu près les mêmes genres de cumuls, c'est-à-dire qu'on est en l'ordre de 500 mm par an, un peu plus à Toulouse, et en fait à Niamey il y en a beaucoup moins actuellement, mais la répartition est très très différente. Sur une région comme Toulouse ou Paris, c'est relativement homogène sur l'année, il y a sur des pics, mais sur la région du Sahel, on a un pic durant les mois d'été, donc typiquement les pics c'est juillet et août, et c'est le phénomène de la mousson. Alors les gens sont souvent étonnés qu'il y ait une mousson en Afrique, ils pensent toujours à la mousson indienne, mais il y a une mousson partout. Et comme l'a dit tout à l'heure Sandrine, il y a, je crois, à peu près, enfin, elle n'a pas donné de pourcentage, mais je crois qu'il y a 75% de la population sur Terre qui vit sous le régime des moussons. Et les régimes de moussons sont ceux, probablement, qui seront les plus affectés dans le changement climatique. En fait, il y a beaucoup d'incertitudes, comme tu l'as dit, en montrant sur tes cartes, en termes des régimes de pluie dans ces régions-là. Donc, il y a des moussons en Inde, en Amérique, même en Australie du Nord, et en Afrique en particulier. Donc, ce régime de moussons fait qu'on a des pluies relativement concentrées. Le cumul de pluie sur l'année va être concentré sur quelques mois. Donc toute variabilité du climat dans ces régions-là va avoir des conséquences extrêmes sur les ressources et populations. Alors si on regarde les pluies sur juillet et août, donc c'est les mois de mousson, et on regarde la différence entre 1967 à 98 et 1948 à 66, donc l'évolution sur les 30 dernières années du siècle dernier. Donc là, on a les déficits, on a cette différence. Donc en bleu ici, vous avez de l'ordre de 1 mm par jour, donc à peu près 300 mm par an, jusqu'à 1 mm par jour pour les zones rouges, donc en excédentaire. Et on voit tout de suite que la région du Sahel a été celle qui a été le plus marquée donc, au siècle dernier. Et donc, on peut dire que c'est le plus grand déficit régional de pluie qui a été observé durant le Sahel. Donc, ça a eu des conséquences extrêmement dramatiques. On n'a pas toujours fait le lien au moment des grandes famines qui ont eu lieu dans les années 70-80, mais elles sont totalement liées à ce déficit régional et bien sûr une non-préparation des populations. J'essaierai d'en reparler peut-être dans la discussion. Alors ça, c'était une vue temporelle, spatiale sur l'échelle du globe. Maintenant, si on regarde plus particulièrement sur le Sahel, on regarde d'année en année. Donc ça, c'est pour le siècle dernier. On regarde pour le moment que les barres bleues, qui sont un indice pluviométrique, donc qui est grosso modo un pourcentage de variation par rapport à la moyenne sur ce siècle dernier. Donc ici, des valeurs plus positives, disons, par exemple plus 10% par rapport à la moyenne,
et ici, par exemple, moins 30%. Donc on voit qu'effectivement, depuis les années 70, on est dans une période très sèche par rapport à la moyenne du siècle dernier, donc de l'ordre de 32%, et très variable suivant les années, hein, et donc une variabilité interannuelle, c'est-à-dire que les barres bleues ne sont pas continues, il y a des périodes extrêmement sèches et d'autres beaucoup moins. Il reste qu'on est dans une période extrêmement sèche. Et puis ensuite, il y a des variabilités spatiales, donc je vais en parler sur la région, plusieurs fois dans mon exposé. Si on regarde maintenant la courbe rouge, qui est en fait l'indice équivalent, mais pour le débit du grand fleuve Niger qui coule dans cette région-là, donc à un endroit particulier, un barrage de Malinville, la frontière entre le Niger et le Bénin. Donc c'est la courbe rouge. On voit qu'elle suit relativement bien l'indice pluviométrique du Sahel. Bien sûr, il y a des variabilités, il y a un décalage temporel, bien sûr, puisque ça réagit au bout d'un certain temps aux pluies. Mais on voit qu'en particulier, on a eu une décroissance du débit du fleuve Niger. Et la chose importante, c'est que pour coller ces courbes entre elles, on a multiplié par 2 l'indice des débits du fleuve Niger. Et donc, quand on a à peu près un déficit de 30% sur les pluies, on a un déficit de 60% sur les débits. Donc, il y a une amplification sur les débits pour des raisons du système non linéaire hydrologique qui sont en partie connues en hydrologie, mais qui sont assez particulières dans cette région. Il y a d'autres facteurs d'interaction atmosphère et les surfaces qui rentrent en compte. Comme exemple, le Niger a cessé complètement de couler à Niamey en 1985, et de mémoire des anciens, ça n'avait jamais été observé, du moins quand on interroge les gens. Donc on a des données quand même relativement longues des séries à Niamey. Il y a eu aussi une chose importante, bien sûr, l'affaiblissement des crues, des fleuves. Il y a un décalage temporel, puisque la crue a eu lieu beaucoup plus tôt, puisqu'il y a une décroissance du débit des rivières très rapidement, un décalage environ de 2 mois des crues des fleuves. Donc des conséquences très importantes sur les ressources en eau, sur les débits des fleuves. Alors au-delà de ces variations interannuelles ou plus multidécennales, puisqu'il s'agit des 30 dernières années du siècle dernier, des cumuls de pluie, on a observé récemment, donc dans un programme dont je parlais tout à l'heure, des périodes de pause de la mousson et de renforcement de la mousson, et qui ont l'air d'avoir des conséquences absolument très importantes sur l'agriculture, qui est une agriculture essentiellement pluviale, il y a très peu d'irrigation dans le Sahel, et donc on a observé des pauses, par exemple, d'une quarantaine de jours, où on a pratiquement diminution des pluies, ou absence de pluie totale dans certaines régions, durant une quarantaine de jours ou des quinzaines de jours. Et donc ça a des impacts énormes sur l'agriculture. Donc c'est un phénomène, alors une des grandes questions, c'est de savoir si ces pauses augmentent en longueur, sont plus importantes qu'avant. Donc on a un problème de données pour vraiment répondre à ces questions-là, mais on y travaille, et surtout essayer de prévoir si dans les 10 ans, ou les 20 ans, ou les 50 ans à venir, ces pauses vont augmenter. Donc c'est pour montrer un peu la complexité des pluies dans ces régions-là, mais en règle générale. Alors, si on regarde maintenant à l'échelle régionale du Sahel, donc vous avez ici pratiquement toute la partie Sahel de l'Afrique de l'Ouest, et se représenter les isocontours des pluies annuelles, donc pour les années en noir, pour les années 1950-1970, et en rouge, 1970-1990. Donc on voit que par exemple, on prend cette région-là, on avait à environ 500 mm, excusez-moi, c'est des millimètres par an, 500 mm par an, on a pratiquement maintenant 300 mm par an. Donc il faut savoir, et j'en reparlerai tout à l'heure, ceci a des conséquences extrêmes sur les cultures, puisque les cultures sont complètement adaptées au cumul de pluie. Par exemple, pour le mil ou le sorgho, il y a des seuils qu'on ne peut pas franchir en termes de pluie. On ne peut plus cultiver le mil ou le sorgho. Et ce qui explique en grande partie donc, ces famines qui ont eu lieu au siècle dernier et qui ont encore lieu de temps en temps. Donc on peut voir ça comme une descente de ces isocontours vers le sud, de l'ordre de 200 km, qui ont eu lieu donc, dans les 30 dernières années. Alors, ça c'est essentiellement sur le Sahel, donc, qui est représenté ici, on retrouve la courbe de tout à l'heure, donc année par année pour les pluies. On peut aussi parler, on parle très peu, des autres régions de l'Afrique de l'Ouest, donc là plus au sud,
pour les pays comme le Bénin et le Togo qui donc, vont jusqu'à la côte, donc qui ont juste la côte atlantique du golfe de Guinée, on peut observer qu'il y a aussi une diminution des pluies dans cette région. Ce n'est pas simplement le Sahel qui a été affecté, mais tout l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Alors bien sûr, c'est un impact beaucoup moins important, puisque c'est des régions qui sont arrosées beaucoup plus, qui ont beaucoup plus de pluie que les régions du Sahel, qui sont au bord du désert du Sahara ici. Donc forcément, il y a un gradient, en fait, une diminution progressive des pluies en partant de la côte bien sûr jusqu'au désert où il ne pleut pas. Et c'est une répartition très zonale de ces isocontours. Mais on peut voir qu'il y a aussi eu une diminution donc, des pluies dans ces régions-là, qui a eu quand même un impact, surtout que ces pays ont eu une pression démographique importante du fait des migrations qui ont eu lieu à la suite de cette sécheresse dans la zone du Sahel, donc des migrations vers le sud. Je vais passer ça parce que c'est un peu compliqué. Donc je vais passer maintenant aux conséquences, en allant très très vite sur les conséquences sur les ressources, mais en donnant beaucoup d'exemples qui, je pense, sont relativement parlants. Donc j'ai parlé déjà des ressources en eau, et en particulier sur les débits. Donc diminution des débits des fleuves, changement des crues, donc avec toutes les conséquences que vous pouvez imaginer, pas simplement sur les ressources en eau, sur l'agriculture, mais aussi par exemple sur l'utilisation des barrages pour faire de l'hydroélectricité, par exemple dans certains pays qui sont très développés là-dessus, et qui est une genre de ressource en fait économique très importante, comme le Ghana. Il met aussi une diminution des zones inondées. Donc les zones inondées, de fait c'est cette mousson qui a lieu durant l'été, où on a des zones inondées qui vont être très importantes pour la culture ensuite. Et on estime à une diminution d'un facteur 2 pour le delta intérieur du Niger de ces zones inondées. Donc, avec un impact essentiel donc, sur les zones qui peuvent être cultivées par la suite. Un autre exemple, peut-être plus connu, on pourrait dire pas mal de choses là-dessus, c'est l'exemple de l'assèchement du lac Tchad. En fait, il y a d'autres lacs qui ont été aussi asséchés dans cette région du Sahel, dont on parle moins. Par exemple, au Mali, des lacs il n'y a plus du tout d'eau. Ils ne sont plus du tout alimentés depuis 20 à 30 ans. Mais pour le lac Tchad, c'était un des plus grands lacs du monde avant les années 70. C'était le 6e exactement, avec des superficies supérieures à 20 000 km². Et en 1997, on les estime inférieurs à 7 000 km². Il y a à peu près 20 millions de personnes, je crois, qui vivent autour de ce lac. Et qui a eu des conséquences. Ils vivent essentiellement de la pêche, mais aussi des cultures. Et par exemple, la pêche a diminué pratiquement d'un facteur 2 dans cette région-là. L'impact sur la pêche a eu aussi, bien sûr, un impact sur tout ce qu'il y a beaucoup d'activités de pêche en fait sur le Niger, et en particulier sur le delta intérieur du Niger. Donc, le facteur 2 de diminution dont j'ai parlé tout à l'heure, ajouté à l'érosion des berges et l'ensablement du fleuve, ont fait qu'on a une baisse de la superficie des lieux possibles de ponte des poissons, qui a entraîné une diminution de la pêche qu'on estime environ à 50% sur ce delta intérieur du Niger en une dizaine d'années, au siècle dernier. Donc tout ça, c'est une conséquence essentiellement environnementale. Bien sûr, il y a toujours, la surpêche, il y a plein de choses qui peuvent aussi s'ajouter, et l'utilisation des berges. On parlait ce matin comment on peut distinguer les différents facteurs. Là, je pense que les facteurs sont assez clairs, mais il y a d'autres facteurs, bien sûr, qui rentrent en jeu. Les impacts sur l'agriculture et l'élevage ont été aussi très importants. Donc, comme je l'ai dit, c'est une agriculture au Sahel qui est majoritairement pluviale, donc il y a très peu d'irrigation. Il y a un peu d'irrigation, mais qui est très difficile à mettre en œuvre. Et qui n'est pas forcément très efficace dans cette région, d'ailleurs, je pense. Je ne suis pas un spécialiste de cette question. C'est la ressource alimentaire principale, l'agriculture. C'est-à-dire que les gens n'achètent pas à manger, mais cultivent pour manger, un petit peu pour vendre, mais très peu. Et c'est l'activité principale de 2/3 de la population active dans cette région-là. Je montrerai des statistiques tout à l'heure. Alors, la baisse des cumuls de pluie est essentielle, mais il y a aussi le nombre de jours de pluie qui a diminué. Ça, on est à peu près sûr actuellement. On a fait beaucoup d'études avec différents types de données. Et aussi une augmentation des épisodes secs, donc des épisodes secs assez longs. On pense qu'il y en a eu beaucoup plus qu'avant. Là, on a un peu plus d'incertitude sur cette partie-là.
Donc tout ça a fait une diminution importante des cultures nourricières, donc de toute cette population. Donc, comme je l'ai dit, c'est essentiellement du mil et du sorgho un peu plus au sud. Une division par deux aussi du bétail. Hein, c'est des troupeaux pastoraux essentiellement au Sahel, qui est toujours au cours des années 80, un moment de ces déficits, du début de la diminution des pluies. Il y a eu aussi une forte migration des Peuls, qui sont les peuples qui en général ont des élevages pastoraux et qui sont des nomades, et qui a participé bien sûr à cette diminution du bétail. Donc simplement pour mettre des statistiques, pour ne pas parler que de climat, mais aussi pas parler des secteurs agricoles, on voit que le Burkina Faso, on a à peu près 84% de la population qui travaille dans le secteur agricole. Pareil au Mali, au Niger, mais même des pays comme le Sénégal, qui sont un petit peu plus avancés économiquement, on a 77% de la population qui est dans le secteur agricole. Donc dès qu'il y a pour ces pays qui sont tous dans le Sahel, tout impact des pluies va être très critique sur une majorité de la population. Donc, je pense qu'on peut retrouver ce genre de chiffres sur d'autres régions du monde. Donc simplement l'illustration qu'il y a une répartition méridienne des cultures, donc comme je l'ai dit, plutôt avec le mil, ensuite le sorgho, et puis ensuite d'autres cultures. Je parle ici que de ce qui est utilisé pour nourrir les populations, pas pour produire pour l'exportation, par exemple. Et donc les populations utilisent en général donc des cultures adaptées à des contenus, des cumuls en pluie très très bien compartimentés. Donc une descente de ces isocontours va impacter surtout d'abord par exemple le mil, ensuite le sorgho, et de façon fondamentale. Donc on peut par exemple illustrer ce lien entre climat et agriculture. Donc ici vous avez toujours avec ces barres entre les années 1950 et 1990 un indice pluviométrique. Donc là c'est plus 20% par rapport à la moyenne, ici moins 20% par rapport à la moyenne. Donc ici les déficits des années sèches, et ici des années plus humides par rapport à la moyenne de ces 50 dernières années, 40 dernières années. Et puis en rouge, une estimation de la FAO, avec la Glimette, du rendement céréalier dans la région du Niger. Et donc on voit que cette courbe suit relativement bien, à nouveau, comme un peu le débit, de façon un peu moins suivie, la pluviométrie dans ces régions-là. Donc très clairement, le climat impose énormément cette tendance à cette agriculture parce qu'elle est essentiellement pluviale. Alors, pour illustrer l'impact sur l'élevage, vous avez ici des photos qui ont été prises depuis 1984 jusqu'à l'année 2007, c'est pas tout à fait régulier comme année, au même endroit, à peu près à la même époque, c'est-à-dire en plein milieu de la saison de la mousson, vers mi-août, une région au Mali, donc 15 degrés nord, en plein milieu du Sahel, sur un site que l'on a instrumenté depuis pas mal d'années. Et on voit qu'on a une grande variabilité interannuelle de ces pâturages. Donc là, normalement, on est à mi-août, ça devrait être tout le temps vert, puisqu'il y a beaucoup d'élevage pastoral dans cette région. Et on a quasiment des années, par exemple, où on est complètement sec, comme celle-ci, ou même celle-ci très en retard sur 2005, et puis des années extrêmement vertes. Donc il y a une variabilité interannuelle très très forte, avec par exemple ici une année 2002 extrêmement bonne. Donc on a des variabilités interannuelles très fortes qui se superposent à ce signal très fort de déficit de pluie sur les 30 dernières années. On a en plus donc cette variabilité interannuelle qui va impacter à la fois les ressources cultivées comme le mil, mais aussi les ressources pastorales, donc des troupeaux. Alors, j'ai parlé de la pêche, des ressources en eau, de l'élevage, de l'agriculture. On pourrait aussi parler du lien avec la santé. Hein. Il y a beaucoup de liens avec, par exemple, le paludisme et les méningites, et d'autres maladies, ou le choléra. Donc c'est aussi un domaine sur lequel on essaie de travailler, qui ne sont pas vraiment des ressources sur lesquelles on m'a demandé plus de parler.
Alors, l'ensemble de ces problèmes explique en grande partie toutes les crises alimentaires qui ont eu lieu. Ce qu'il faut dire, c'est que quand même ces crises alimentaires sont moins violentes, je pense, que précédemment, puisque, évidemment, on n'avait pas prévu ce déficit de pluie dans les années 70, 75-80, donc on savait même pas, on comprenait même pas ce qui se passait vraiment dans cette région-là. On n'avait pas les données, d'ailleurs, nécessaires, les moyens nécessaires pour le faire. Maintenant, on a des systèmes d'observation qu'on espère relativement pérennes. C'est très difficile de maintenir des systèmes d'observation en Afrique, mais on se bat pour ça. Bien sûr, suite à ces grosses famines, il y a eu tout un système qui s'est mis en place pour essayer de prévenir, à la fois pour faire des systèmes d'alerte précoce de ces famines, essayer de prévoir des années encore plus catastrophiques en termes de pluie que les années précédentes, et bien sûr tout un système d'aide alimentaire. Il reste pas mal encore énormément de problèmes dans cette région, bien sûr, comme vous le savez. On n'a pas des immenses famines, mais on a des crises alimentaires récurrentes. Alors, bien sûr, il y a d'autres facteurs qui s'ajoutent au climat dans cette région, et on en a entendu beaucoup ce matin dans les exposés extrêmement intéressants. Je trouve extrêmement intéressant et j'aimerais beaucoup discuter avec ces personnes. Bien sûr, il y a la pression démographique, qu'on ne peut pas évacuer. Il y a la gestion des ressources elles-mêmes, et plein d'autres choses, je pense. Et bien sûr aussi des instabilités économiques et politiques qui dépassent peut-être même les pays, qui sont peut-être même globales. Mais ce que je voudrais simplement rementionner, c'est que le facteur du climat peut être déclencheur ou aggravant de crises qui sont dans des contextes de gestion en général extrêmement difficiles, voire critiques de ces pays du Sahel. Alors, prenez trois exemples. Je n'ai déjà parlé tout à l'heure un tout petit peu. La croissance économique qui était environ de 5%, donc qui était énorme par rapport au continent de l'Afrique, enfin par rapport à l'Afrique de l'Ouest en général, une croissance économique assez exemplaire, a été stoppée en 1998, essentiellement à cause d'une pénurie d'électricité. Donc il y a beaucoup de barrages sur la Volta qui revendent de l'électricité dans les pays à côté. Ces barrages n'étaient plus alimentés en eau, donc il y a eu une pénurie d'électricité, fin de l'activité aussi industrielle, etc. Donc ça, c'est un exemple d'impact aussi plus économique dans ces régions. Donc Ghana, qui est beaucoup plus au sud que le Sahel, mais qui touche le Sahel. Mais il y a eu une augmentation de la migration humaine, probablement. La migration humaine a toujours existé, comme il a été dit tout à fait, bien sûr, justement, ce matin, mais je pense qu'elle a été augmentée énormément à ce moment-là. On commence à avoir des chiffres et des études assez intéressantes, je pense, sur ces parties-là, en particulier à l'intérieur des pays eux-mêmes, avec une urbanisation extrême, c'est-à-dire que les gens fuient les campagnes puisqu'il n'y a plus rien à manger et on ne peut même plus cultiver, mais aussi extérieur, à la fois vers le nord, donc on connaît bien, mais aussi vers le sud. Je pense qu'il y a eu beaucoup de conflits qui ont eu lieu en Afrique de l'Ouest qui ont, pour une des raisons, ce facteur de climat. Donc c'est ces conflits locaux. Alors il y a des conflits à l'échelle peut-être d'une parcelle. Par exemple, j'ai assisté à des conflits entre des bergers peuls qui sont des nomades qui viennent avec leurs troupeaux. Là, il y a du pâturage plus au sud, qui restent bien sûr en conflit avec les gens du pays, puisqu'il y a compétition sur l'herbe. Bon, ça, c'est des conflits locaux, donc ils peuvent dégénérer très violemment. Il y a aussi, bien sûr, les conflits entre pays, donc pour toute la gestion des ressources, que ce soit les terres fertiles pour cultiver, les ressources pastorales, les ressources en eau, les barrages, etc. Alors, simplement pour dire, par exemple, il y a la déclaration du secrétaire général qui a dit, par exemple, que le conflit du Darfour, pour lui, a commencé, qui est complètement dans la zone du Sahel, par la diminution des pluies, dont je vous ai parlé depuis le début, dans cette région. Jusqu'à cette époque-là, les gens vivaient, peut-être pas en parfaite harmonie, mais vivaient de façon relativement sereine, avec des petits conflits. Mais c'est vraiment au moment où il y a eu compétition sur les ressources qu'il y a eu ce conflit, bien sûr, alimenté par des problèmes politiques, géopolitiques, etc. Amplifiés. Donc, en regard de ce changement climatique très profond,
On a mobilisé récemment la communauté au niveau international pour comprendre ces évolutions et prévoir les évolutions. Je pense que c'est presque un cas d'étude d'un changement climatique régional. Donc c'est un programme qui s'appelle AMA. Donc vous avez j'ai des brochures aussi qui vous expliquent un petit peu plus en détail ce que c'est. Je vais en parler très très rapidement pour finir mon exposé et donner quelques exemples de ce qu'on peut comprendre du passé et ce qu'on peut prévoir du futur. Donc c'est un programme international sous cette mousson, sa viabilité et ses impacts sur la société. Donc l'intérêt, c'est que c'est un programme pluridisciplinaire qui essaie d'associer le maximum des personnes qui est sur les 4 points du professeur Cohen ce matin, essentiellement des gens de la société, de l'environnement, du climat, et dans les sociétés des sociologues, des gens des droits de l'environnement, des démographes, des médecins, etc., des agronomes, etc. Donc il y a un effort pour comprendre comment fonctionne cette mousson et comment elle fluctue, essayer de produire les connaissances qui vont permettre de relier la variabilité de ce climat à tous les problèmes sociétaux, et essayer de définir des stratégies de surveillance appropriées pour pouvoir prévenir et donc faire des systèmes de prévision beaucoup plus adaptés que ceux actuellement, qui sont très imparfaits. Les systèmes d'alerte précoce, par exemple sur les famines, ont beaucoup de difficultés, et à aider à la prise de décision dans ces régions. Donc c'est un programme relativement ambitieux à long terme. Donc il ne s'agit pas simplement de faire des connaissances scientifiques, mais c'est d'intégrer ces connaissances dans les prévisions des systèmes d'alerte précoce pour l'eau, pour les ressources cultivées, pour la santé. Et donc ça implique la prévision météorologique à court terme, la prévision intrasaisonnière, donc c'est pause de mousson, la prévision saisonnière, quel va être le cumul de pluie sur la saison, est-ce que ce sera une bonne saison ou une mauvaise saison, et la prévision climatique que nous a parlé Sandrine Bonny ce matin, quelles vont être les tendances dans les 10 prochaines années, dans les 50 prochaines années. Donc c'est toute une communauté qui est mobilisée autour de ça, je vais aller très très vite. C'est aussi des réseaux d'observation, des bases de données, et de la formation, de l'éducation. Donc on en a parlé ce matin, je pense que je peux comprendre qu'il faut former beaucoup plus, en particulier les femmes, en particulier en Afrique, au niveau secondaire. On fait aussi un effort pour former aussi des universitaires et des chercheurs et des ingénieurs pour prendre en main ces problèmes, en grande partie dans ces régions. Je ne sais pas combien de temps il me reste. 3 minutes, d'accord. Ok. Donc, simplement, on essaie de rechercher bien sûr les causes de ce changement observé. Donc, je vais aller très très vite, je m'en excuse. Essentiellement, la mousson, c'est quelque chose qui fonctionne dans un contraste entre l'océan et le continent. Le continent se surchauffe durant le printemps et l'été. Et ce contraste thermique va créer une grande brise. On peut faire comme les brises au bord des plages en été dans nos régions françaises. Donc on peut dire que c'est une très grande brise. C'est extrêmement simplifié. Et donc c'est cette différence de contraste entre, on peut partir du Sahara, extrêmement sec et chaud, et qui progressivement va devenir plus humide et plus froid, comme l'océan. Relativement froid par rapport à la température du continent, donc qui se surchauffe au printemps et en été. Donc c'est ce gradient de température d'humidité qui est l'énergie de la mousson. Donc si on change ce gradient, on va changer l'énergie de la mousson, et donc l'énergie donc la pluie, et donc la pénétration de la mousson vers le nord. La mousson, bien sûr, circule du sud au nord, part du golfe de Guinée pour pénétrer jusqu'aux régions du Sahel. Donc on sait que par exemple les océans, donc ça ici c'est une carte de la différence des océans, des températures de surface des océans, reconstituée avec beaucoup d'incertitudes, entre les années 70, 96 et 58, 69. Donc on sait par exemple qu'on a eu un réchauffement des eaux du golfe de Guinée jusqu'à 0,6 degrés Celsius en total, c'est donc une énergie énorme, et qui a sûrement impacté le régime de mousson et donc le régime de pluie. Donc probablement qu'il y ait une des raisons. Une autre raison, c'est qu'il y a eu un changement d'utilisation des surfaces continentales. Quelque chose de relativement connu, c'est la déforestation. On parle beaucoup de la déforestation actuelle des forêts de l'Amazonie et aussi de l'Afrique centrale, à juste titre. Mais il y a eu des déforestations dans les années 50 à 70, assez massives, sur toute la golfe, pratiquement sur tous les pays, mais pas tous les pays qui longent ce golfe de Guinée. Donc c'est des forêts primaires. Donc une forêt extrêmement dense et qui a été remplacée par des cultures.
Donc ça veut dire qu'un réservoir hydrique beaucoup plus faible, donc garder l'humidité de façon beaucoup plus faible, mais aussi de l'énergie solaire réfléchie beaucoup plus grande. Et donc, qui est une des explications de l'existence des déserts subtropicaux d'ailleurs. Il y a un phénomène, une rétroaction très positive, c'est-à-dire que plus on a d'énergie solaire réfléchie, moins on a de pluie, parce que moins on a de nuages, très rapidement. Donc on est passé de 8 millions, par exemple, sur la Côte d'Ivoire, on a réussi à reconstituer de façon très difficile comment était la forêt en 1955, il n'y avait pas de satellite. Donc on avait 8 millions d'hectares forêt primaire, on est passé en 88 à 1,5 million d'hectares forêt primaire. Donc c'est un changement dramatique. Alors, il y a d'autres raisons qu'on peut... Bien sûr, il y a eu la réponse, il y a eu les activités anthropiques par elles-mêmes, les cultures autres que la déforestation. Il y a l'adaptation anthropique à la baisse des pluies, qui a sûrement joué. Donc on a du mal à estimer, donc on pense qu'il est quand même beaucoup plus faible que les deux raisons que je vous ai données tout à l'heure. Et puis toutes les rétroactions entre le système continent-atmosphère, qu'on ne maîtrise pas forcément. Il y a d'autres raisons, comme les aérosols, qui sont aussi peut-être partie prenante. Alors, sur l'évolution récente des pluies sur le Sahel, simplement je voudrais dire que sur les dernières années, donc ici vous avez le même diagramme qui va jusqu'en 2007, je pense, et sur 3 boîtes du Sahel. Donc ici la partie est plutôt vers le Sénégal, où on voit qu'on est toujours en régime déficitaire, depuis donc les années 70, et que par contre, par exemple, si on prend la partie plus est, on a une variabilité annuelle beaucoup plus marquée. Donc il commence à y avoir des différences très marquées sur le Sahel, qu'on n'explique pas encore actuellement, et d'où l'importance d'avoir des observations en continu. Donc si maintenant on repart sur ce que nous a présenté Sandrine Bonny tout à l'heure, on peut prendre les rapports du GIEC, donc un des scénarios. On a un bon accord sur les températures en moyenne. On sait que toute l'Afrique là va se réchauffer, ces parties-là, très bien. Mais l'important aussi pour eux, c'est bien sûr d'abord le régime des pluies. Donc là, on simplement est mis pour les différents systèmes de modèles qui participent à cet exercice du GIEC, 17, quelque chose comme ça, des écarts entre les 30 dernières années de ce siècle avec les 30 dernières années précédentes, qui étaient déjà en déficit, je vous le rappelle. Et donc on a les résultats, donc avec en rouge une décroissance par rapport aux 30 dernières années qui étaient déjà déficitaires par rapport au siècle dernier, et puis plutôt un retour vers la normale pour les zones qui seraient les modèles qui auraient quelque chose en bleu. Donc on voit qu'on a une très grande disparité sur cette région-là. Comme l'a dit tout à l'heure Sandrine Bonny, c'est vrai pour tous les régimes en fait tropicales et les régimes de mousson. C'est particulièrement criant dans cette région, malheureusement, qui aurait vraiment besoin d'avoir une idée de ce qui va se passer dans les années à venir. Donc par exemple, on prend ce modèle et on pense qu'il y a une diminution des pluies sur le Sahel encore plus grande que celle qu'on a déjà observée, et puis d'autres, une augmentation des pluies, donc un retour vers la norme, plus vers la norme normale par rapport au siècle dernier. Donc ça justifie amplement tout le travail qu'on fait actuellement de recherche et de mobilisation de la communauté internationale sur cette région. Il me semble que sur cette région, pour étudier les interactions société, environnement, climat, on les pose un peu, on peut les poser aussi démographie, culture, écologie, etc., mais économie. Mais je pense qu'il y a des questions climatiques qui sont dans cette région qui sont absolument non résolues, comme je vous l'ai juste évoqué très rapidement. Il y a aussi des questions centrales autour des ressources, avec le lien avec le climat et l'environnement, qui peuvent maintenant être abordées de manière pluridisciplinaire. On le fait depuis 5 ans, donc on démarre depuis 5-6 ans. Ça s'amplifie, c'est très long, et ça demande de la volonté, ça demande des colloques comme ça, entre autres. Mais il y a vraiment matière, il y a suffisamment d'observations, et il faut absolument encourager cette pluridisciplinarité réelle entre scientifiques. Pour la région du Sahel, AMA est un projet qui est fédérateur au niveau international sur la recherche sur le climat, sur l'environnement, mais aussi avec les liens avec la société et ses ressources naturelles cuvées, la santé. Et on espère que ce sera un exemple. On nous demande déjà de l'étendre sur toute la région du Sahel, l'Afrique de l'Est, et sur d'autres régions de l'Afrique. Je pense que ça peut être un exemple de ce qu'on devrait faire, probablement pour se focaliser sur d'autres régions critiques dans le cadre du changement climatique. Voilà, donc j'ai des brochures d'informations disponibles pour ceux qui seront intéressés. Je vous remercie.